Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Tech Café. Je vais arrêter tout de suite cette voix improbable. Bienvenue dans Tech Café, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver peut-être à l'approche de Noël ou peut-être même durant la journée de Noël ou quelques jours après pour un épisode supplément de Tech Café façon week-end, mais donc du coup façon Noël. Et j'ai l'immense bonheur de passer ce Tech Café de Noël en ta compagnie, Guillaume. C'est Guillaume Poggiaspala. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Magnifique imitation du père Fouras. Oh oui, bien sûr, mon premier indice est un NFT. Bon, non, je ne vais pas m'y risquer. Vous avez compris, c'est l'épisode supplément. Donc si vous voulez l'émission phare de la semaine où on vous parle notamment de la couverture du Times qui est dédiée à Elon Musk, on revient un petit peu sur l'espace, sur le métaverse, on s'épanche encore largement sur les enjeux climatiques que représentent ces nouvelles technologies et notamment le Web3, c'est l'épisode précédent du flux du podcast. On est ravis en tout cas de vous retrouver pour ces fêtes de Noël, d'autant que Guillaume a fait sa liste au Père Noël, mais alors pas n'importe quel Papa Noël, le Papa Noël du futur. Tu as pris comme prétexte plein de choses qui ont circulé dans l'actu ces derniers jours pour faire la liste idéale pour dans quoi ? Allez, dans 5, je dirais 5 ans, 5, 10 ans peut-être selon les sujets, avec des choses qui sont tantôt enthousiasmantes, tantôt inquiétantes. Vous allez voir, il y en a pour peut-être tous les profils, j'allais pas dire pour toutes les bourses, mais non, je pense pas que tout sera relativement cher. On va commencer par un souhait assez cher. Tu te verrais bien, Guillaume, t'as l'impression que c'est la direction que ça peut prendre, avec, allez, une console de jeu Tesla. Oh, dis-nous tout. Ben oui, mais c'est quoi la plus grosse console de jeu, hein ? Bon, moi, immédiatement, je répondrai la à PS5. La PlayStation 5, évidemment, avec ses 26 kilos de blancheur étincelante. 26 kilos ? Non, je rigole. Tu m'as fait peur. Non, par contre, tu sais qu'elle doit lourd. pas être loin des 10 kilos, non ? Non, peut-être. Bah, je vais regarder pendant que tu... J'exagère, mais bon, enfin, en tout cas, elle est relativement lourde. Mais bon, juste avant, d'une courte tête, elle est battue par la Tesla Model 3, hein, puisque la berline dispose d'un système de navigation / entertainment qui est aussi puissant qu'une console de salon. 3,9 kg. C'est tout ? C'est un beau bébé. Oui, dans la version normale. La digitale, elle tombe à 3,5. Ah, ça va. Pardon, excuse-moi. Non, mais je t'en prie, au contraire. Donc, oui, donc désormais, on peut utiliser les jeux vidéo dans la Tesla en roulant. Et même en roulant automatique, d'ailleurs. Hein. Donc, Solitaire, Skyforce Reloaded. Il semble que Tesla bloque Netflix en roulant, mais pas les jeux vidéo. C'est dans une future mise à jour et c'est pas dans tous les pays, si je dis pas de bêtises. Alors, ça a été dans une mise à jour, c'est pas forcément dans tous les pays, effectivement, mais bon, voilà, c'est une mise à jour qui va pas plaire aux autorités américaines déjà, hein, parce que même si la voiture insiste pour que tu certifies que tu es passager et pas conducteur, bon, c'est voilà, avoir un passager excité sur un jeu vidéo, sur un écran qui est juste au-dessus de ton levier de vitesse, bah, c'est peut-être un tout petit peu distrayant. Bon, après tout, moi j'ai pas de voiture, alors qu'est-ce que j'en sais ? Il n'y a pas de levier de vitesse. Il n'y a pas de levier de vitesse dans une Tesla ? Mais non, c'est une automatique, donc il n'y a pas de levier de vitesse. Il y a quand même un levier de vitesse. Non, il n'y a pas de levier de vitesse. Pour dire que tu veux aller à devant... C'est une manette derrière le volant. Il n'y a pas de levier de vitesse du tout ? Non, pas du tout. Alors, non. Ah bon, ok. Bah écoute, alors, bon, si tu devais commander une voiture au Père Noël, tu commanderais une Tesla ou une Mercedes classe S EQS ? Alors j'avoue que la Mercedes a des sacrés arguments, ils ont réussi à décrocher ce que Tesla n'a pas réussi à décrocher encore. Bah, ces voitures, ces fameuses Mercedes classe S seront, semble-t-il, les premières à avoir une certification officielle pour un pilotage automatique de niveau 3, c'est-à-dire une autonomie complète dans des conditions précises définies à l'avance. Alors rappelons que Tesla ou General Motors, avec le Super Cruise, sont considérés comme niveau 2, c'est-à-dire des assistances à la conduite à même très évoluées, mais vous restez le chauffeur. Avec le niveau 3, on commence à considérer que la voiture est consciente de son environnement, suffisamment pour réagir à des imprévus, prendre des décisions plus complexes. Alors, tu n'es plus complètement considéré comme le chauffeur, en fait. Hein. Tu es quand même tenu de prendre le volant si le système te le demande, mais sinon, c'est la voiture qui gère et tu as le droit de regarder Netflix. Avec le niveau 4, tu as le droit de dormir. La voiture se charge de tout et elle n'est jamais censée faire appel à toi. T'as vraiment le droit de dormir au niveau 4 ? Ouais. Ça me paraît fou. Non. Et comme au niveau 3, par contre, on reste dans des zones connues, prédéfinies. Des zones que les voitures connaissent parfaitement bien avec des cartes en 3D ultra précises. C'est qu'avec le niveau 5, que la voiture prend totalement sa propre autonomie complètement partout, exactement comme un humain en fait, il y a un moyen simple de se rappeler les divers niveaux d'autonomie. Niveau 0, évidemment, c'est pas d'autonomie. C'est vrai que je me rappelle jamais, moi. Alors, le niveau 1, c'est hands-on. Donc, tu dois garder les mains sur le volant. Hands-on. Niveau 2, c'est hands-off. Tu peux enlever les mains du volant, mais tu dois rester vigilant à tout moment et ne pas quitter la route des yeux. Ok. Le niveau 3, c'est eyes-off.
Vous pouvez quitter la route des yeux, mais vous devez pouvoir intervenir en cas d'alerte, et c'est dans des zones limitées, précisées à l'avance. Niveau 4, c'est Mind Off. Tu n'as plus à penser à la conduite. Tu n'es plus le chauffeur, mais c'est toujours en zone limitée. Et niveau 5, il n'y a plus besoin de volant, puisque la voiture conduit partout, en toutes circonstances. Et ça peut être Human Off, quoi. Ça peut être même ne pas y avoir d'humain du tout. Ça peut être totalement Human Off. Et donc voilà, donc pour en revenir à notre Mercedes classe S, elle ne pourra pas rouler en autonome partout, donc uniquement dans des zones prédéfinies, sur des autoroutes prédéfinies qui sont bien mappées, et pas à plus de 60 km/h. Et enfin des autoroutes, donc plutôt des routes bien définies, et pas à plus de 60 km/h. Et elle est bardée aussi de capteurs qui sont assez variés, les lidars, il y a des caméras, il y a aussi des capteurs d'humidité, il y a des microphones aussi pour détecter les ambulances par exemple. Donc, ils sont beaucoup plus complets que les Tesla quand même sur l'équipement hardware en termes de capteurs. Quand même. Pour l'instant, ouais. Ben, le Drive Pilot de Mercedes est le premier à être certifié niveau 3 sur le papier en tout cas. Bon, apparemment, avant, il y avait quand même d'autres tentatives. Il y a eu Audi notamment qui avait tenté avec son A8 qui restait niveau 2 aux États-Unis et qui finalement n'aura pas eu le droit à son Traffic Jam Pilot qui aurait pu prétendre au niveau 3 en Europe. Donc ça sera sans doute pour la prochaine itération chez Audi. Il y a Stellantis qui est sur le coup, Fiat aussi. Le niveau 3 est à portée de main, je dirais. En ce qui concerne le niveau 4, il y a Toyota et Honda qui sont des bons candidats puisque Toyota a opéré des navettes autonomes au JO de Tokyo en 2022. 2022, on pourrait voir arriver les premiers tests en vraie grandeur de niveau 4. Donc peut-être qu'on pourra avoir des niveaux 4 au milieu de la décennie, je dirais. D'autant que pour conclure sur le sujet, les capteurs aussi ne cessent de faire des progrès. On a parlé du capteur LiDAR Sony la dernière fois, tu te souviens, c'était je crois que c'est un épisode week-end aussi d'ailleurs. Et bien Canon n'est pas en reste, puisqu'ils ont un autre capteur à avalanche, les SPAD, pour Single Photon Avalanche Diode. Donc un SPAD, c'est un système qui produit une réaction en cascade, une réaction en chaîne, mais en cascade, et qui multiplie le nombre d'électrons excités à chaque étape. Et qui donc amplifie tellement le signal qu'un seul photon suffit à avoir un signal mesurable. Donc l'amplification, c'est l'ordre du million de fois. Et donc Canon fait un capteur de 3,2 mégapixels, ce qui est raisonnable. C'est d'autant plus raisonnable qu'il peut voir dans le noir total. Enfin, virtuellement le noir total, puisqu'il faut au moins un photon par diode, mais pas plus. Donc c'est on peut pas vraiment... Enfin, c'est plus puissant qu'un chat. C'est plus puissant qu'un chat, je pense. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus puissant qu'un chat. Oui, le chat a besoin de plus d'un photon par-ci par-là. Je suppose. Enfin, on peut pas vraiment faire plus sensible que ça, si tu veux. S'il n'y a pas de photon, voilà. Donc mieux encore, d'ailleurs, le capteur capte aussi la distance et les couleurs. Et ça avec un temps d'exposition de 3,8 nanosecondes. Donc ça peut donner jusqu'à 24 000 images par seconde au max. Donc c'est un capteur qui est complètement dingue, que ce soit dans des caméras, des appareils photo, des voitures, les applications sont innombrables. Évidemment selon le prix, parce que pour le moment voilà, c'est encore en proto, Panasonic est sur le coup aussi de ce genre de capteur. Dans 3 ou 4 ans, la photo pourra à nouveau être révolutionnée, parce que en fait la problématique de la sensibilité du capteur elle est finie. C'est quand tu as un capteur qui réagit à un seul photon, tu as la précision absolue quoi. Donc voilà, ça pourrait t'imagines ce que ça veut dire pour la photographie quoi. C'est assez extraordinaire, d'autant plus que en plus il y a la 3D, en plus il y a 24 000 images secondes. Donc ça veut dire que tu peux prendre n'importe quel cliché à haute vitesse, dans n'importe quelle condition d'éclairage, c'est fou. Et Dieu sait que pour de la conduite autonome, ça peut être quand même pratique d'être relativement précis, surtout dans des conditions difficiles, mais ça va faire rayonner évidemment l'environnement de la prise de vue de manière générale, j'imagine aussi. Il y a un autre cadeau, t'es très ambitieux, un autre cadeau que tu aimerais bien avoir au pied du sapin dans le futur, Guillaume, mais je sais ton amour pour les robots, et là c'est un robot, ou en tout cas une main robot que propose Sony. Alors je dois te faire une petite parenthèse, j'ai mon grand frère qui avait fait une thèse, alors qui n'a pas abouti, mais à l'époque je me rappelle vaguement être passé une fois ou deux dans les locaux où il faisait sa thèse, et il travaillait sur une espèce de pince robotisée qui devait se charger de saisir les objets avec délicatesse, mais évidemment c'était les embryons du travail en matière de robotique sur le sujet. Et là justement j'ai envoyé ça à mon frère, alors il était émerveillé de voir qu'on touchait du doigt ce niveau d'aboutissement. Guillaume, Sony arrive à nous proposer un robot extrêmement délicat. Ouais, en fait, Sony a montré plein de gadgets et de nouveautés. Alors, c'était un event il y a 2 semaines. Ils ont montré des trucs très sympas pour mes Noëls du futur, faut le dire.
Donc oui, avec la robotique, c'est une main mécanique qui est si délicate qu'elle pourrait être fleuriste. Elle manipule une rose avec plus de délicatesse que moi, qui suis pourtant un être d'une sensibilité délicieuse, hein, c'est dire. On le sait, bien sûr. Bien sûr. Donc ouais, c'est assez impressionnant de voir, oui, elle prend la rose, pas par la tige, mais carrément par la fleur, donc, et voilà, elle la prend sans l'abîmer, c'est marrant quand même. Hein. Alors, ils ont fait la démo aussi de leur capteur SPAD, d'ailleurs, dont on avait parlé. Ils ont fait la démo d'une technologie d'upsampling intelligent aussi, qui n'est pas ça remplir le DESS ou le XESS, hein. Donc c'est une technologie qui pourrait non seulement être utilisée dans les jeux vidéo, mais aussi dans le cinéma. Parce que faire du DLSS dans les jeux vidéo, c'est bien, mais pourquoi ne pas le faire sur un film d'animation ? Alors avec des rendus qui prennent des heures, tu sais, les films d'animation, évidemment, c'est de la très très haute qualité, mais c'est offline. Donc, si tu peux diviser par 2 le temps de rendu et appliquer un algorithme d'upscaling et que ça se voit pas, et c'est tout bénef. Évidemment, c'est un domaine qui intéresse Sony au premier chef, hein, Sony Pictures, qui a des studios d'animation. Et en parlant de jeux vidéo, Sony a aussi fait la démo d'un écran OLED pour la VR qui a une résolution de 4K par pouce. Donc concrètement, c'est un casque qui a 4K par œil, quoi. Donc c'est une résolution qui donne envie. C'est un poil optimiste pour un PSVR 2 par contre, hein, puisque les rumeurs faisaient plutôt état de 2000 par 2000 par œil, soit plutôt 4K pour l'ensemble des 2 yeux. Sauf s'il y a un rendu fovéal peut-être qui peut aider beaucoup à ne faire que de la restitution sur certaines zones. Non, mais ça peut se faire très bien sur un écran 8K. Non, ce serait mieux d'avoir un écran 8K encore si on a du rendu fovéal. Mais de toute façon, le rendu fovéal, c'est côté console. C'est-à-dire que la console a moins à travailler pour donner une scène qui est visuellement tout aussi détaillée. Par contre, la résolution du casque, elle est ce qu'elle est, quoi. Donc ça dépend pas du rendu fovéal. Donc c'est vrai que là où la scène est précise, donc là où c'est rendu le mieux, si c'est 4K par pouce ou si c'est 2K par pouce, évidemment c'est un petit peu différent, on va dire. Donc Sony on peut conclure en disant que Sony va aussi produire des écrans modulaires, comme ceux qui ont été utilisés sur le Mandalorian. On en avait parlé, je ne sais pas si tu te souviens. C'est des grands écrans micro-LED pour faire des plateaux virtuels comme ça de tournage. C'est des écrans modulaires, donc tu peux les aligner en fait. Tu peux en mettre autant que tu veux. Ils sont ultra brillants. Ils sont pas de bord, donc tu peux les aligner autant qu'il faut. Ils sont ultra brillants. Ils sont même tellement brillants que tu as l'impression d'être en extérieur. Tu peux faire des tournages en extérieur avec des éclairages qui sont directement donnés par le décor en fait. Hein. Donc voilà, ils ont présenté des trucs comme ça qui étaient vraiment sympas. Bravo. Et puis alors cette convergence des jeux vidéo et du cinéma, j'en doute pas une seule seconde que c'est encore un truc qui va s'accentuer. Bon, il y a un autre sujet. Alors là, tu me fais un petit peu peur, Guillaume, parce que tu aimerais mettre sur ta liste au Père Noël du futur quelque chose qui a fait peur à l'ensemble de la twittosphère. Je l'ai vu beaucoup passer cette vidéo qui, je trouve, fait un peu froid dans le dos quelque part. C'est toujours ce genre de rendu, tu sais, un petit peu comme les robots de Boston Dynamics qui circulent en vidéo où on est un petit peu effrayé. Là, c'est vraiment le rendu du visage. Ah, tu veux un robot qui fait des grimaces, Guillaume ? Ben ouais, c'est le problème des robots, ils peuvent pas faire de grimaces. C'est un problème, c'est un problème c'est un peu plus général que ça, puisque beaucoup n'ont pas de tête, hein, les pauvres. Cela dit, même ceux qui ont une tête n'ont pas forcément la possibilité de faire passer des émotions complexes. Bon, je sais, les robots n'ont pas d'émotions complexes, mais ça n'a pas empêché les Anglais de Engineering Arts de créer un robot qui a un visage mobile, qui lui ou elle, s'appelle Ameca, donc on va dire elle, est capable de vous faire des grimaces. Ou des sourires, ou des clins d'œil coquins, très malaisants. Je dis ça, mais Ameca est vraiment réussi, en fait. Hein. On a vraiment un robot de science-fiction, je trouve. Le visage, il est gris, plastique, mais il est encore un peu rigide aussi par endroits, c'est vrai, mais il réussit quand même carrément à nous communiquer des émotions, c'est quand même saisissant. Elle marche pas, hein, mais par contre, elle bouge les bras et les épaules, les mains, et on a quand même vraiment un moment iRobot, ou je sais pas, Detroit Become Human, tu vois. On a vraiment un moment, on dirait un film de science-fiction, quoi. Ça met aussi pas mal en évidence l'importance du langage corporel, comme ça, qui manque, hein, sans vraiment qu'on s'en rende compte forcément. Alors, Engineering avait déjà fait Mesmer l'an dernier, qui avait une peau de la bonne couleur, on va dire. C'était une marionnette, hein. Une marionnette Einstein, d'ailleurs, il me semble. Et franchement, je la trouvais vraiment pas terrible. Alors, le truc avait des expressions faciales, mais c'était vraiment un Muppet, quoi. Ameca est plusieurs crans au-dessus, je trouve. Alors, toi, tu trouves qu'elle est encore dans la vallée de l'étrange, par contre ? Je trouve qu'elle me fait carrément flipper en fait. Mais je me faisais la réflexion, tu sais, on a cette restitution des visages dans les jeux vidéo, encore une fois. Tu sais, on peut repenser au moteur d'Unreal Engine 5 dont on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, qui a des rendus graphiques qui sont du coup maintenant, elle passe très très bien. Tu vois, tu ne discernes plus l'aspect vidéo de quelqu'un qui aurait été filmé, ou en tout cas de plus en plus difficilement, d'un rendu totalement informatique.
Et là, pour le coup, comme il y a toujours cette composante robotique où il n'y a pas le naturel qui est restitué dans un jeu vidéo, et ben il y a ce côté flippant. Bon, on va pas se mentir, il y a aussi l'environnement qui aide pas. Il y a quand même des têtes de robots en arrière-plan dans la vidéo qui regardent dans le vide, qui ont été à moitié décapités. T'as les expressions qui sont jouées par le robot qui sont aussi très malaisantes. Et je suis pas enthousiaste à l'idée d'avoir ça au pied de mon sapin dans l'avenir, mais en tout cas c'est des prouesses technologiques qui sont de plus en plus bluffantes. Bah je sais pas si ça me rassure le fait que ce soit mon ami, mais bon. Écoute, elle sera au CES en janvier, donc on en reparlera peut-être. Peut-être, on verra s'il y a d'autres prises de vue, peut-être plus convaincantes, plus enthousiasmantes et qui nous feront plus sourire. En fait, il faudrait qu'il raconte des blagues. Tu vois, voilà, il est là le secret. Tiens, je fais passer un message. Quand vous nous montrez ces robots, voilà, bon, faites-nous des blagues plutôt que de nous montrer des robots qui sont étonnés de regarder leurs propres mains ou qui nous font croire qu'ils sont étonnés de regarder leurs propres mains. Arrêtez de faire des robots drogués qui ont... C'est vrai, il est chelou celui-ci. Alors, il y a autre chose que tu verrais bien au pied de ton sapin, mais j'ai quand même du mal, là, spontanément, à voir comment on pourrait te l'emballer avec du papier cadeau, mais je ne doute pas une seule seconde que tu aimerais beaucoup. je ne doute pas une seule seconde que tu aimerais avoir ça chez toi. C'est un bon gros modèle de langage qui arrive à répondre à tout. Bah oui, ça te donnerait un avantage incroyable dans ta vie en société. Sur un énorme clé USB. On pourrait discuter aussi, il pourrait me raconter des blagues. Parce que bon, les modèles de langage, c'est le nouvel Eldorado de l'intelligence artificielle. Hein. Tout le monde essaye d'en faire un plus gros que son voisin. Bon, DeepMind ne fait pas exception. Ils ont fait un modèle qui s'appelle Gopher, qui fait 280 milliards de paramètres. Donc GPT-3 d'OpenAI en faisait seulement 175 milliards. Alors DeepMind, il va aussi plus loin dans l'analyse quand même, parce qu'il veut évaluer à quel point ça vaut le coup d'aligner des serveurs monstres pour en faire des toujours plus gros. Alors, est-ce que au plus c'est gros, mieux c'est ? Eh ben ouais. J'allais dire que vu la manière dont tu posais la question, forcément que non, c'était pas plus c'était gros. C'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais il se trouve que DeepMind confirme qu'au plus un modèle est gros, meilleur il est. En tout cas, sur un ensemble de 152 tests classiques auxquels on soumet en général les modèles de langage. Donc Gopher, qui est le plus gros, est aussi le meilleur, dans 80% des cas. Donc en termes d'efficacité, on ne serait pas encore sur un plateau, donc les modèles continuent de progresser. Par contre, la taille n'arrange évidemment pas les problèmes. Alors, les problèmes qui sont récurrents à ce type de modèle, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent, donc ils racontent aussi bien des trucs vrais que des trucs faux, et ils font aucune différence. Ils perpétuent systématiquement tous les biais, etc. Donc ils sont plus efficaces, après ils ne sont pas plus fiables, évidemment ils font un gros travail supplémentaire, ça c'est un autre problème. Sur la clé USB dans laquelle il y a cet énorme modèle de langage, on a mis un petit peu plus de place, Guillaume, tout simplement pour mettre des images, mais qui sont dans un nouveau format qui est plus rapide à compresser. Écoute, un nouveau format d'image, c'est pas tous les jours ça arrive, ça c'est un cadeau. Non. C'est un cadeau à la communauté, ça. C'est un petit logiciel cadeau en passant, c'est gratos. Et littéralement, c'est gratos. Et ça s'appelle Koi. Donc Koi, Q-O-I, ça veut dire Quite OK Image Format. Soit en gros, un format d'image pas trop mal. C'est un truc qui a été fait par Dominique Chablouski. C'est un homme qui aime la simplicité, et moi je le remercie. Hein. Donc Koi, c'est un format qui compresse les images sans perte. Il les compresse pas mieux que PNG, en fait c'est à peu près pareil. C'est même un peu moins bien si on prend un compresseur PNG très optimisé. Par contre, Koi les compresse entre 20 et 50 fois plus vite, et il les décompresse entre 3 et 4 fois plus vite. Donc il supporte des images de toutes les tailles, il permet le streaming, et tout ça en consommant un minimum de RAM. Le code de Koi est extrêmement court, il a déjà été porté dans plein de langages, et donc, selon les cas d'usage, ça peut être assez intéressant si on a des contraintes techniques particulières, de vitesse, de RAM, etc. Koi peut être une excellente alternative au PNG selon les cas. Donc si vous voulez un format d'image simple, ultra léger, ultra rapide et qui compresse pas trop mal, Koi c'est pour vous, et c'est cadeau. C'est toujours le genre de réaction qu'on peut avoir dans ce type d'optimisation sur un truc aussi courant. Comment ça se fait qu'il arrive aussi simplement à faire plus rapide, j'ai l'impression plus simplement, on peut pas rentrer dans les fondamentaux de la compression de l'image, mais quand même, comment ça se fait qu'il arrive à faire ça ? Est-ce que les autres avant faisaient n'importe quoi ? Non, pas du tout, ou est-ce qu'il est simplement génial, le mec ? Alors le mec est intelligent, c'est pas le problème, mais en fait il utilise une compression qui ressemble beaucoup à du Lampelzif, hein, c'est des compressions, c'est-à-dire il repère des motifs, et il met des index à la place des répétitions, ça reste... disons, conceptuellement, ça reste à peu près pareil. Le truc, si tu veux, la grosse différence, c'est qu'il a voulu repartir de zéro en optimisant et en faisant un truc très simple. Il s'est dit, bon, les JPEG et PNG, c'est très bien, mais ce sont des formats extrêmement complexes, qui prennent en compte énormément de cas différents,
et qui du coup sont aussi alourdis pas mal à cause de ça. Et lui, ce qu'il a voulu, si tu veux, c'est repartir de zéro et faire un truc extrêmement simple. Sans fioritures, sans fonctionnalité additionnelle, un truc qui fait vraiment uniquement le boulot et qui est optimisé à mort pour ce boulot-là. Et du coup, il a créé un format d'image qui compresse pas trop mal, parce que finalement c'est à peu près le même concept que PNG, mais qui est super optimisé et beaucoup plus léger, et donc il le fait de manière beaucoup plus rapide, quoi, tout simplement. Il me semble me souvenir qu'il y en avait finalement énormément des formats d'images, des formats de fichiers, et qu'il n'y avait pas que le meilleur qui subsistait, mais aussi celui qui était le plus implémenté. Bien sûr, donc est-ce que celui-ci, tu penses qu'il peut être vite implémenté et retenu par les systèmes d'exploitation, par les développeurs? Bien sûr. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux, hein, pendant longtemps, je veux dire, les formats vidéo, par exemple, si tu veux, il y en a plein qui sont utilisés dans des cas particuliers. Quand tu veux vraiment la compression maximale, ou quand tu veux vraiment, au contraire, un niveau de complexité, parce que ça dépend sur quoi tu travailles. Si tu travailles avec des contraintes au niveau de la puissance machine, il faut faire que tu veux faire de la vidéo, il faut prendre en compte très très bien la puissance dont tu disposes et la complexité du décodage. Et en fait, la complexité du décodage, selon l'algorithme, peut être très élevée. Le H265, par exemple, c'est très complexe à décoder. Donc, selon ce que tu as, si tu peux rogner un petit peu sur la qualité, mais pour avoir un algorithme de décodage beaucoup moins compliqué à décoder, qui se fait beaucoup plus vite et qui est supportable par ta machine spécifique, quoi, tu vois, ça dépend des besoins. Bon, peut-être que le papa de Noël du futur se prendra en selfie en format KOI plutôt qu'en JPEG ou en PNG. En attendant, tu nous as ressorti une news que j'ai vu passer depuis plusieurs jours déjà, depuis le début du mois de décembre. Est-ce que tu as vu, tiens, au passage, juste avant qu'on aborde ça, Tales from the Loop? Est-ce que j'en avais parlé une fois dans un autre podcast? Oui, j'avais commencé et ça m'avait beaucoup déprimé. Ah bon, je comprends que tu ne sois pas allé plus loin. Mais par contre, les images de ce dont tu vas nous parler me font à chaque fois beaucoup penser à Tales from the Loop. Et peut-être que ça fait autant déprimer que Tales from the Loop. Tu voudrais, pour le pied du sapin du futur, une boîte qui sauvegarde quelque part les souvenirs de l'humanité? Oh, ça va pas me réjouir, ça. Non, c'est un cadeau pour le futur, mais de l'humanité. Je sais pas si t'as déjà fait une capsule temporelle, toi, tu sais. Non, mais par contre, il y a un épisode de Peppa Pig où il parle de la capsule temporelle et mes enfants adorent regarder cet épisode. Parfois, ils le regardent plusieurs fois d'affilée. J'avoue que c'est un très bon épisode. Ouais, c'est vrai que parfois en classe ou entre amis, tu t'enterres quelque part des objets à un moment pour les déterrer 20 ou 30 ans plus tard. Tu l'as fait, toi? Non, j'ai jamais fait. J'ai cru que tu allais me livrer un truc avec des corniches GPS. Non. Par contre, c'est vrai que la maison du Sud, là, c'est un peu une capsule temporelle, elle toute seule, de toute façon. Mais bon, c'est un peu le principe du monolithe de Tasmanie, en Australie, à Tasmanie, donc, qui est en fait une grosse boîte de la taille d'un bus, super costaud, bourrée de disques durs. Et sur ces disques durs, il y aurait toutes les infos disponibles sur le changement climatique en cours, ainsi que des news, voilà, les informations, les tweets, les revues de presse, voilà, une revue de presse régulière qui permettra aux futurs humains du monde dévasté dans 50 ou 100 ans de se rendre compte à quel point on était cons. Alors, c'est un projet de Clemenger BBDO, c'est une boîte de com, mais c'est en collaboration avec l'université de Tasmanie. Alors, le but, c'est un coup de com, évidemment. Ça marche un peu, puisque j'en parle ici, et c'est aussi un espoir que si les politiques ont conscience que tout ce qu'ils disent et font est enregistré et consigné pour être confrontés à un futur de merde qu'ils auront incontestablement construit, ça les influencera peut-être à être meilleurs. Vision très optimiste que j'aimerais partager, mais bon, il y a déjà tellement d'exemples d'échecs cuisants, parfaitement documentés, qui n'ont pas suscité le plus petit infléchissement de trajectoire que je suis pas très convaincu. Je me demande s'il pourrait y avoir un NFT de cette capsule temporelle qui pourrait être mise en vente. Je me rends pas compte. Tu peux absolument tout vendre avec des NFT, je veux dire. Oui, donc, mais c'est pour ça. Non, mais alors, c'est pas techniquement, mais oui, je sais bien que dans l'absolu, on pourrait l'avoir. Mais est-ce que ça pourrait arriver que demain soit vendu le NFT de cette capsule temporelle? On verra. T'as dit quoi? T'as dit moi? Oui, pourquoi pas. Why not? Mais allez. Bon, on continue à ouvrir tes cadeaux qui sont
pardon, au pied du sapin avec... Oh, est-ce que tu voudrais des Google Glass au pied du sapin, Guillaume? Mais je pensais qu'on en entendrait plus parler, enfin. Ben écoute, les lunettes connectées reviennent, enfin voilà, et si vous êtes un fan de Dragon Ball Z, tu vas adorer. Alors d'abord le Oppo Air Glasses, ouais, dont, alors, ça a vraiment l'air d'être un scooter sorti de l'animé Dragon Ball Z. C'est le truc qui couvre en partie l'œil, là. C'est un monocle, en fait, qui affiche des infos en surimpression verte. Alors, des infos comme la météo, la qualité de l'air, la force de ton adversaire, voilà, bon. Donc, pilotable au smartphone ou à la smartwatch. Il y a aussi une fonction de traduction simultanée, par exemple. Le texte apparaîtrait devant tes yeux, comme une anti-sèche devant tes yeux. Donc, un truc futuriste. Bon, j'ai l'impression d'une utilité limitée pour le grand public, mais bon, les Google Glass sont servis d'exemple, d'ailleurs, elles reviennent. Alors, bon, on ne sait pas exactement, mais Google a publié des offres d'emploi pour des postes de dev en réalité augmentée. Donc Google sera en train de mettre au point un système d'exploitation pour la réalité augmentée et un nouveau terminal. Donc on ne sait pas la forme qu'elles auront, est-ce que ce seront comme les Google Glass qu'on connaît, ou est-ce que ce sera quelque chose de beaucoup plus sophistiqué à la Apple ou Meta. Honnêtement, ce serait peut-être le plus probable, parce que Google a déjà pas mal bossé en RA. On voit pas pourquoi il lâcherait le morceau, la concurrence. Il a largement les moyens de jouer le jeu, voire même de le mener. Donc voilà, on verra ça dans quelques années, peut-être une dizaine d'années, je sais pas. Mais c'est clair que je vois pas pourquoi est-ce qu'il rentrerait pas dans la danse. Et dans les notes de l'émission, j'avais mis de Namek, mais c'est les Saiyan qui portent ces lunettes comme ça, ces monoculaires sur le côté, qui rajoutent des informations en réalité augmentée. Prenez bien les guillemets derrière la réalité augmentée. Bon, vous connaissez le Fairphone, c'est le smartphone qui se veut penser pour de la réparation, avec d'ailleurs une itération, une V4, on n'en a pas parlé, mais qui est assez intéressante. Et Dell propose quelque part un ordinateur avec la même philosophie, Guillaume ? Et ouais, pour Noël, un PC durable sous le sapin, franchement, ça ferait plaisir, non ? D'autant que c'est pas facile à trouver. Alors, il y a déjà des PC qui sont largement plus évolutifs que d'autres, et facile à maintenir. Il y en a même qui sont conçus avec ça en tête, de manière modulaire. Bon, je n'avais un peu parlé. Mais c'est pas la règle, et si seulement c'était la règle. Donc, Dell s'y met quand même aussi, avec Luna, qui n'est malheureusement qu'une preuve de concept pour le moment. C'est bien dommage, parce qu'on n'est absolument pas sûr que ça sorte jamais, ou alors sur une forme peut-être limitée. Et pourtant, c'est dommage parce que Luna est séduisante. Il faut imaginer un PC portable plutôt sexy, qui soit entièrement démontable avec un nombre limité de vis en plus, des vis standards. Et déjà, rien que ça, c'est le rêve. Donc là, pas de colle, des composants principaux remplaçables par n'importe qui, y compris moi-même. Donc Dell va même plus loin parce qu'il va faire attention aux matériaux et à ce qui est. Aux matériaux et aux composants qui sont les plus coûteux en énergie à la fabrication. Parce qu'il faut quand même savoir que l'impact écologique d'un PC, c'est 65%, c'est sa fabrication. Ça coûte extrêmement cher. Un PC portable ne consomme pas énormément d'énergie finalement au jour le jour. Par contre, les métaux, les composants pour le fabriquer, les plastiques à fondre, les métaux à fondre, les semi-conducteurs à fondre, enfin c'est monstrueux. Fondre l'alu du châssis par exemple avec une énergie donc hydroélectrique par exemple, du coup ça a un impact significatif en fait sur le cycle de vie du PC. D'ailleurs, Dell veut aussi réduire la taille de la carte mère parce qu'un circuit imprimé, c'est un des trucs qui coûte le plus d'énergie à fabriquer. Alors, espérons que réduire la carte mère, ça va pas aller de pair avec moins de possibilités d'extension, parce que c'est toujours un petit peu le danger quand on intègre, avec une philosophie à la Apple, par exemple, où tout est intégré, tout est soudé ensemble, où rien n'est extensible, ce que moi je considère comme inadmissible, mais bon. Donc Dell propose déjà beaucoup de pièces détachées, à la différence d'autres. Donc honnêtement, j'aurais quand même largement préféré un modèle PC de Dell directement disponible, mis sur le marché, plutôt qu'une preuve de concept. Enfin bon, c'est quand même pas dans la bonne direction. Voilà, il faut juste se dépêcher de faire les autres pas. Je sais ce qui lui manque à cet ordinateur, Guillaume, pour que vraiment il puisse être validé, et il travaille dessus, je pense. C'est un notch, c'est une encoche. Oui, il travaille dessus. C'est pas évident à intégrer. Oui, surtout en réparable, c'est plus compliqué. Bon, allez, le clou du spectacle, et là je pense vraiment que tu vas mettre tout le monde d'accord pour en faire le cadeau de Noël probablement ultime au pied du sapin. C'est une Meta Game Boy, c'est la console portable universelle de laquelle tu puisses mettre n'importe quelle cartouche. Alors il y a quand même un écueil qu'on va vite identifier, c'est celui de la légalité possible de ce genre de dispositif. Mais quand même, Guillaume, non. Fais-moi rêver. Non, non. Incroyable. Et non, je suis pas en train de te parler d'une énième console chinoise d'émulation dont tu trouves des milliers de modèles sur n'importe quel marché. Non, je parle de l'Analog Pocket.
L'Analog Pocket, donc c'est Analog, ils sont spécialisés dans ce genre de trucs, ils font des consoles FPGA. Donc une console FPGA, c'est une console qui a donc à l'intérieur un FPGA, c'est-à-dire un composant, un processeur, si vous voulez, reprogrammable, qui est capable de se configurer pour imiter parfaitement un autre composant. Donc là, en l'occurrence, les entrailles d'une Game Boy, ou d'une Game Boy Advance, ou d'une Game Gear, etc. etc. Alors, la FPGA, c'est une vraie tendance dans le jeu vidéo. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être Myster. Myster, c'est un système donc FPGA. Donc en fait, c'est une sorte d'émulation, mais hardware. Donc Myster, en fait, ça se base sur une carte FPGA, donc un composant comme ça reprogrammable, dans lequel vous envoyez des... en fait, que vous reprogrammez à la volée dans lequel vous envoyez aussi les BIOS, etc., que vous donc reprogrammez à la volée pour imiter parfaitement une machine. C'est-à-dire que quand votre Myster, si vous voulez que ce soit un CPC, vous envoyez le corps CPC dedans, ça se reprogramme en CPC, vous envoyez aussi la ROM de base, et après, quand vous allumez votre Myster, c'est un CPC. Mais vraiment, c'est-à-dire vous avez l'affichage du CPC et tout, vous pouvez le brancher à une télé, etc. Et ça se comporte très exactement comme une CPC. Donc il n'y a pas d'émulation, ce qui fait que c'est un petit peu le Graal de l'émulation, puisque c'est une forme d'émulation matérielle. Et donc, dans une certaine mesure, c'est un petit peu ce que fait l'Analog Pocket, mais en format portable. Donc, dedans, il y a un FPGA qui est prévu pour fonctionner avec donc des cœurs qui sont les cœurs de Game Boy classique, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear, et il y en aura d'autres potentiellement à l'avenir. Il pourrait y avoir la Lynx, par exemple, ou d'autres consoles portables, par exemple la Neo Geo Pocket, ce genre de choses. Donc, pour $200, vous avez donc un truc qui ressemble à une Game Boy noire de très très grande qualité, puisque c'est vraiment un très bel objet. Et à l'intérieur, vous mettez des vraies cartouches. Vous ne mettez pas de ROM. Vous mettez des vraies cartouches, des vraies machines. Donc, le slot cartouche qui à l'arrière est prévu pour accueillir indifféremment Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Et vous avez des adaptateurs pour d'autres. Alors là, pour la Game Gear... Pas DS, du coup. Non. Le truc n'est pas prévu pour... Non, ça va rester 8 bits. Il n'y a qu'un écran. Donc, ça va rester 8 bits. Et en plus, oui, il n'y a qu'un écran, c'est un petit peu compliqué. Donc non, c'est des trucs 8 bits plutôt. Et il y a un adaptateur pour la Game Gear. Il y aura probablement un adaptateur pour la Neo Geo à un moment donné. Et donc, déjà, c'est quand même assez fort, puisque vous avez une multimachine qui est compatible avec les jeux d'époque, vraiment, et qui restitue... Y compris avec les accessoires d'époque. Exactement l'expérience d'époque, et avec les accessoires d'époque éventuellement, en plus. Et un des grands trucs qui est quand même vraiment très cool sur cette console, c'est son écran. Parce que l'écran est particulièrement qualitatif, puisqu'en fait, au lieu d'avoir un écran standard qui a une résolution à peu près approchante de la résolution d'époque, vous allez avoir un écran IPS 1600 par 1440. C'est énorme. Surtout que alors, l'écran est plus grand que celui d'une Game Boy originale, bien sûr, mais il n'est pas non plus immense. Et donc 1600 par 1440, c'est une résolution très luxueuse, évidemment, pour une Game Boy, mais c'est complètement fait exprès. Pourquoi ? Parce que 1600 par 1440, c'est 10 fois la résolution de la Game Boy, ce qui fait que pour un pixel de Game Boy, vous avez 10 pixels d'Analog Pocket. Et ça permet de reproduire les réactions de l'écran de la console originale en l'émulant avec un pixel virtuel de 10 par 10. Et en fait, c'est beaucoup plus important que ce que vous imaginez, parce que, en fait, les vieux écrans LCD, on n'est vraiment pas du tout dans des écrans comme on a aujourd'hui, quoi. On est dans des écrans qui étaient dans leur imperfection caractéristique. C'est-à-dire que le rendu de l'écran d'une Game Boy, c'est un rendu qui a donc de la traînée. On voit des espaces entre les pixels. Donc vous avez les pixels, c'est des petits carrés, et ces petits carrés, ils ont une couleur particulière, ils ont une réaction particulière. Vous avez des traits entre des traits blancs parce que les pixels sont séparés, et tout ça, l'Analog Pocket est capable de le reproduire. Donc elle est capable de reproduire en fait un écran Game Boy avec les mêmes réactions que l'écran Game Boy original, et en plus avec une taille d'écran supérieure et un rétroéclairage. Donc c'est un petit peu la meilleure manière possible de jouer au vieux jeu, puisque vous avez un écran qui reproduit les caractéristiques de l'original, caractéristiques qui sont prises en compte dans les jeux, parce que je sais que ça paraît très... ça paraît couper les poils de cul en 4, je veux dire, de se dire, ah putain, le mec il veut exactement la même rémanence sur son écran, la même couleur, les mêmes machins, mais qu'est-ce qu'il est chiant lui, il peut pas juste avoir un scaler normal, et puis bon.
Oui, mais en fait, si on veut ça, enfin, si les gens qui aiment bien le rétro gaming veulent ça, il y a une raison, et la raison elle est simple, c'est que les jeux qui sont sortis sur Game Boy, ils sont prévus pour tourner sur Game Boy. Ce qui veut dire que les graphismes qui ont été faits par les artistes, ils prennent en compte ces trucs-là. Par exemple, ils prennent en compte la rémanence pour faire des effets de semi-transparence. C'est très très courant dans les jeux anciens. Et ça, si vous avez un écran qui le prend pas en compte, ben, vous voyez pas les transparences, vous voyez des trucs qui clignotent, vous voyez des trucs qui restent fixes, mais vous voyez pas de transparence, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont prises en compte. Il y a toutes ces imperfections, en fait, sont prises comme des caractéristiques par les ingénieurs, par les artistes de l'époque, pour donner quelque chose. Et si vous faites pas attention à reproduire les principales caractéristiques de cette chose-là, ben vous n'avez pas exactement ce que les artistes voulaient produire de l'époque. Et en fait, l'Analog Pocket, ce qu'elle veut faire, c'est ça. Ce qu'elle veut reproduire les caractéristiques des artworks, c'est-à-dire des graphismes de l'époque, tout en éliminant ce que n'aime pas. Parce qu'évidemment, il y a des trucs qui sont très chiants sur la Game Boy originale. En particulier la lisibilité, le fait qu'on voit rien, c'est trop sombre, il n'y a jamais de bon angle pour y jouer. Tout ça, c'est fini. Mais on voit quand même l'espace entre les pixels, on voit quand même les bonnes couleurs, on voit quand même la rémanence qui fait les effets qu'il faut, etc. Et même quand ça bave, ça donne les effets escomptés. Donc, évidemment, hein, c'est pour des trucs un petit peu de puristes, hein, on va le dire, mais oui, ça fait une différence, et je pense que ça justifie effectivement d'avoir un écran super luxueux sur une machine qui joue à des jeux Game Boy, que ça justifie aussi le prix, parce que, bah oui, évidemment, vous avez un bon écran, du coup c'est 200 balles. Bon, de toute façon, après, une fois que je vous ai dit ça et que je vous ai bien chauffé, c'est là que je vous annonce qu'elle est plus dispo, bien voilà, entendu. Forcément. Parce que vous savez très bien, hein, parce que comme toutes les autres machines qui sortent, elle a des gros problèmes d'approvisionnement. Comme plus, c'est un projet qui n'est pas extrêmement énorme, donc en gros, il y a eu deux phases de précommande qui sont toutes les deux mortes depuis quelques jours déjà, la dernière depuis, je sais pas, une dizaine de jours. Donc, au moment où vous entendrez ça, donc bon, pour l'instant, vous ne pouvez pas l'avoir, mais peut-être, si ça vous intéresse, gardez dans un coin de votre esprit pour un prochain Noël. Un Noël du futur, forcément. Pour un Noël du futur, l'Analog Pocket, qui a l'air quand même une des consoles vraiment très sexy. Je me demandais juste, effectivement, encore une fois, le potentiel d'emmerdement que pouvait avoir Nintendo sur un tel projet. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un, parce qu'en réalité, dedans, il n'y a pas de ROM, il n'y a pas de code Nintendo, il n'y a pas de matériel Nintendo. Je veux dire, dans une Game Boy, il y a un Z80, si tu as un FPGA, si tu veux que ton FPGA il fasse un Z80, il fait un Z80. Après, pour ce qui est des BIOS et tout ça, bon, bah, ils ont été reprogrammés, je pense. Non, ça m'étonnerait que... Honnêtement, ça m'étonnerait. Même dans les communications, tu vois, dans les promesses qui sont mises en avant, mais finalement, je regardais sur le site et c'est pas si évident que ça. Ça m'a l'air d'être très très bien ciselé comme communication et comme mise en avant. Donc, bon, tu m'as donné envie. Moi, j'ai encore mes vieilles consoles, donc j'ai pas forcément besoin. Elles tournent encore, je suis bien content, mais peut-être que ça intéressera certaines personnes qui seraient des nostalgiques de la Game Boy, qui aura été probablement un gros marqueur des consoles de jeux et pas que portables dans votre histoire. Merci beaucoup, Guillaume, pour ta liste au Père Noël. Écoute, je pense que tu as été très sage, donc je suis persuadé que nos auditeurs vont réagir et dire quel cadeau ils vont mettre dans leur commande pour ton Noël du futur, et je suis sûr que tu auras des vœux qui seront en partie au moins exaucés. Merci beaucoup en tout cas pour la préparation de cette émission. Merci pour ta fidélité dans la participation à Tech Café toute cette année encore. Je dis ça d'autant plus que probablement on ne va pas te réentendre encore pendant quelques jours au moment où vous écoutez cet épisode. On te retrouve bien entendu tout début 2022. Allez, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Non, je te poserai la question au début 2022. Je garde ça pour un vrai épisode hebdomadaire, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant ? Je sais pas, mais probablement dans ta Tesla en train de jouer à un jeu vidéo sur l'écran. Oui, mais tu me gênes pas trop hein, pendant que je conduis, sinon après on va se faire arrêter. Je suis super sage, je sais bien. Bien sûr. Merci beaucoup, Guillaume. Vous me retrouvez moi sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. On compte sur vous en attendant pour évaluer Tech Café sur les applications de podcast, ou si le cœur vous en dit, si vous voulez contribuer à notre Noël à nous, à soutenir Tech Café sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous avez toutes les infos nécessaires. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.